On s'est parlé, c'était au mois de juin. Quand on regarde un peu drôlement, là, quand on regarde un peu les prix, l'évolution du porc, on est demeuré, surtout pour le vivant, on est demeuré quand même assez stable, à des prix qui sont historiquement élevés. On le voit là ici, prix du vivant, le graphique en haut à gauche, présentement 106 sous la livre, qui est assez similaire au mi-juin. Généralement, on atteint bon, un pic à l'été. Historiquement, c'est plus vers la fin juillet. On semble avoir atteint notre pic un petit peu plus tôt cette année, sauf qu'on reste élevé. Puis là, on est dans la pente descendante si on se fie à la saisonnalité. On regarde par contre les contrats à terme, puis d'ici la mi-octobre, on s'attend à ce que le prix du vivant soit à 97 sous, ce qui serait le plus élevé depuis les 5 dernières années. Donc, on voit que les sommets ont été moins élevés, mais on reste collant, si on veut. On reste à des niveaux très élevés, puis on ne s'attend pas à une lente descente. Donc là, on perdrait 9 sous seulement euh, pour le prochain mois. On a vu des descentes assez abruptes dans les dernières années. Si on se fie un peu à la moyenne d'un prix octobre des 5 dernières années, on est plus dans le 80, 82, 83 sous. On serait donc à 14 sous de mieux, la livre US. Donc, c'est presque plus 40 le port de plus, là. Euh, on regarde la découpe, on a un peu le même pattern. C'est sûr que c'est moins stable, il y a plus de mouvements. Quand on regarde la marge de transformation, c'est là qu'on voit un peu plus euh, là, lequel tire le plus. Puis on voit que c'est vraiment le vivant qui tire le plus. On regarde la marge de transformation, puis on est quasiment dans le creux des 5 dernières années, mis à part l'année 2022, qui était l'année un petit peu plus bizarre. Sinon, on est dans le creux. Donc, on semble voir vraiment un marché de part qui est très serré au niveau de l'offre. On a eu quelques rencontres pendant l'été avec des spécialistes, nos banquiers et tout. Puis le trend qui ressort, c'est il y a quand même la présence de maladies dans le troupeau américain. Donc le syndrome de reproduction de la truie respiratoire, du porcelet. Donc ça, on a l'impression que ça fait vraiment, on en parle peut-être pas trop, mais on le voit dans les données aussi au niveau de l'abattage. Donc l'abattage on est en baisse de 2,3% par rapport à 2024. On a des poids qui sont légèrement plus élevés par contre, mais quand on met les deux au bout de la ligne, on a moins de production. Donc, on voit vraiment là, dans le prix du vivant, on semble vraiment avoir une très bonne valeur au niveau du vivant avec une production qui est en baisse, puis on semble s'arracher les parts. Donc, la découpe qui, elle, pas trop, tu sais, je dis comme historiquement, c'est sûr, c'est pas une trop bonne marge, mais le vivant, les porcs semblent rares, donc les abattoirs semblent aller essayer de les trouver, puis ils ne semblent pas trop capturer la marge pleinement quand on vient vendre les différentes coupes dans les chaînes de distribution. Quand on regarde les coupes, c'est sûr qu'on a beaucoup de volatilité. On a notamment le flanc, donc ligne rouge, le bacon, qui continue quand même de bien performer. Historiquement, on a tendance à voir le flanc atteindre des gros sommets, puis après ça, juste aller dans des descentes assez abruptes. Donc là, est-ce qu'on va vivre ça cette année ou quand est-ce qu'on va vivre ça plus? Ce serait la question. Pour le moment, on semble avoir une stabilité qui est quand même importante. Donc, on demeure entre 2 et 1,80 le kilo depuis 2 mois déjà. Sinon, au niveau des autres coupes, jambon, épaule, longe, assez stable, mais on voit vraiment que c'est le flanc là, qui lead un peu le tout. Donc, pour résumer, production en baisse. Il semble y avoir de la maladie peut-être un petit peu plus importante aux États-Unis, ce qui semble limiter l'expansion du troupeau. C'est sûr que depuis plusieurs années, ce qu'on voit, c'est que les troupeaux de truies sont en baisse, mais c'est la productivité qui empêche euh, les gains productifs qui empêchent la production de chuter davantage.
Donc là, c'est un peu, ça va être lequel effet est le plus important? Est-ce que c'est la productivité qui va surpasser le fait qu'on manque de porc ou, ou finalement le problème au niveau de l'offre va demeurer? Ça va être la grande question. Au niveau de la production pour le WASD, donc je vous montre les avantages en base de 2,3 %. Au niveau de la production, donc vraiment en termes de production fois abattage fois le poids, le USDA pense qu'aux États-Unis, ça va être une baisse de 0,7 % versus 2024, ce qui est un changement quand même important. Depuis notre dernier appel en juin, on est à 0,7 % positif. Donc, on pensait avoir encore une expansion, ce qui semblait de plus en plus moins probable. Mais là, on se retrouve avec un cheptel qui serait à la baisse pour les raisons que je vous ai mentionnées. 2026, retour à la croissance, 2,9 % par rapport à 2024. Pourquoi? Mais là, les marges sont excellentes. C'est sûr que, est-ce que il y a des gros projets d'expansion au niveau de la production? Pas vraiment. Donc, ça va être intéressant de voir si ça se matérialise aussi. Puis c'est pour ça qu'on a une courbe au niveau des prix du porc qui est élevée un peu tout au long de tout au long jusqu'en 2000, c'est fin 2026. C'est que les projets d'expansion se font quand même assez rares. Mais reste que quand tu mets toute la mathématique ensemble, le porc est très rentable avec les prix actuels, le prix des intrants également. Donc, ça fait en sorte qu'on pourrait s'attendre à une expansion en 2026. Au niveau de l'export, c'est sûr que l'export, c'est pas le facteur qui explique la hausse des prix. On voit des exportations de porc qui sont en baisse. On atteint quand même un pic à notre dernier appel. On est en baisse depuis. On voit les ventes, il n'y a pas trop de grosses ventes. On voit quand même le Mexique qui se présente avec des gros achats, là, peut-être une fois aux 3 semaines. On voit la Chine, la ligne orange, là, qui est de moins en moins important. Ben, quand on met tout ça ensemble, les exportations sont en baisse, sont en recul de 11 % par rapport à l'année passée à pareille date. Donc, quand on met janvier à août ensemble, on voit qui achète le moins, ben, c'est la Chine. On a le gros acheteur aussi qui est le Mexique qui achète 5,7 % de moins. Donc, le gros acheteur qui achète 5 % de moins, ça fait mal. Le Japon également, 12,9 %. Corée, moins 8,8 %. Fait que c'est tous des gros chiffres quand même. On voit à quel point l'exportation est pas, est en net recul. C'est sûr que euh, l'année passée, c'était une très bonne année quand on regarde 2024, mis à part 2021 qui était l'année record avec les fortes exportations, notamment dues à la peste porcine africaine en Chine. Ben 2024, c'était un peu une année normale où il y avait de la croissance. Mais là, 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un petit monsieur orange qui s'entend moins bien avec les gens, qui met des tarifs un peu partout, ben, on le sent, ça a un impact sur les valeurs d'exportation. Par contre, au niveau de la Chine, c'est sûr que, si je peux reparler de la Chine tout de suite, les prix sont à terre. Il semble y avoir vraiment une surproduction en Chine. Le gouvernement essaie de faire rebondir les prix en achetant des quantités massives de porc pour mettre dans ses réserves. Ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, on est encore à 1,88 le kilo en devise locale. Ce qui fait en sorte qu'on a des marges de production brutes de 86 négatifs. Ça, c'est en US. Non, ça, c'est en devise locale chinoise. Donc, 86 négatifs, presque break-even quand on convertit en US. Mais ça fait longtemps qu'on est proche de ce break-even-là. Donc, encore là, difficile de faire de l'argent. Il y a une suroffre au niveau de ce marché-là. Ça laisse présager des importations qui sont moins importantes, puis on le voit dans les chiffres, là, 26 % de moins. Donc, on ne devrait pas s'attendre à une grosse demande au niveau de la Chine. L'autre point qui amplifie aussi la hausse, c'est les spéculateurs qui sont de retour à un sommet pratiquement dans leur position. Ils sont en position longue de 131 000 contrats. On voit que historiquement, là, c'est très rare qu'on atteigne ces niveaux-là. Puis, on l'a vu, bon, la première baisse de position, c'était en mars, en février-mars, quand il y avait eu justement les annonces de tarifs. Finalement, on est vite remonté à la hausse. On a eu une petite baisse pour rapidement remonter. Donc, les spéculateurs aiment bien acheter la viande. On le voit, le porc qui est au niveau de la distribution, la protéine qui est quand même encore abordable. On a le bœuf qui
qui a des problèmes, des gros problèmes de production. On ne s'attend pas à un retour à la normale avant 2027. Donc, pendant ce temps-là, on a le porc qui est compétitif, qui se compare avec le poulet aussi, mais le porc, on semble voir des augmentations de prix qui est moins importante au niveau de la distribution, ce qui fait en sorte que c'est protéine qui est attrayante, les spéculateurs amplifient dernièrement ce mouvement-là. Donc, quand on regarde un peu le chemin des contrats à terme, je vous montre vraiment donc ça, c'est vraiment la prédiction de où le vivant va aller. Donc, on était à 106 sous en ce moment sur l'indice cash. On est à 97 sous pour le mois d'octobre. On le voit que historiquement, dans les 5 dernières années, on est à un sommet. On voit un peu ce trend-là un peu partout là, sur la courbe. Décembre, 88 sous. C'est un sommet du contrat. On n'a jamais été autant élevé sur le contrat de décembre 2025. Historiquement, quand on regarde la saisonnalité, encore là, un sommet des 5 dernières années. Février, on a un petit sommet qui n'est pas encore atteint. Donc, le 2022, c'était plus élevé. Donc, la ligne rose, mais on est à 90 sous pour le février, ce qui est quand même historiquement très élevé. Avril, même chose. Donc, on voit vraiment la tendance. Les prix du porc sont élevés. Quand on met la marge, donc on regarde les grains au niveau des intrants, on a des prix qui ont rebondi quand même un peu au niveau des grains, mais qui demeurent quand même assez faibles. On a rebondi dernièrement, surtout pour le maïs. Donc, on a eu un rapport quand même baissier pour les prix. Vendredi, un rapport du USDA qui est publié une fois par mois. On s'attendait à une baisse de rendement, c'est ça qui s'est produit. Par contre, on a augmenté la surface semée au niveau du maïs. Donc, on a semé encore plus de maïs qu'attendu. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, on s'attendait vraiment à un switch important entre les ancrages de maïs et de fèves. C'est ce qui s'est produit, sauf que depuis 2 mois, le USDA augmente cet écart-là, ce qui fait en sorte qu'on a davantage de production au niveau du maïs. Par contre, production record, juste vous montrer maïs. Donc, production record cette année qui est prévue à 427 millions de tonnes, un rendement prévu à 186 boisseaux à l'og. La récolte record précédente est à 390 millions de tonnes. Donc, on est dans un autre monde là, cette année. Par contre, au niveau de la demande, bon, c'est sûr, année record au niveau de la demande, l'exportation roule extrêmement bien. L'éthanol, il y a une légère croissance qui est anticipée. Ben là, suite à ce rapport-là qui a été publié, qui était baissier pour le maïs, montrant des stocks très élevés, là, 54 millions de tonnes, ben, l'association d'éthanol, notamment, a fait pression sur le gouvernement pour dire là, faut permettre l'éthanol, le E15, donc le fait d'avoir 15% d'éthanol, jusqu'à 15% d'éthanol dans tous les États aux États-Unis pour toute l'année, ce qui augmenterait drastiquement la demande. Donc là, il y a eu de la spéculation. Vendredi, ce qui a fait grimper les prix du maïs. On est en baisse ce matin de 4 sous. Donc, c'était très, très fragile. Donc, c'est sûr que ça va être le gros développement à suivre. Si on retourne un peu, on a le tourteau qui aussi était dans des creux, dans 2,60, à peu près aux alentours de 260 la tonne courte. On a regrimpé près de 300 on a rechuté. Reste que les prix sont historiquement faibles. Donc là, c'est sur un horizon de 6 mois. Si je mettais un horizon de 5 ans, on aurait pu voir des prix qui sont très faibles. Je lis, je pense, le graphique du tourteau plus loin. Ouais, on le voit. Donc, ça semblait quand même être une forte montée au niveau du tourteau, là, mais on le voit que quand on met ça sur l'historique 5 ans, on voit des valeurs de tourteau sous les 300 C'est pas arrivé souvent dans les 5 dernières années. Euh, Montrer un peu les perspectives de grains. Donc, il y a eu un peu de sécheresse en juin. On s'attendait à un gros potentiel de récolte. En septembre, on a encore ce gros potentiel de récolte-là. Peut-être un peu moins. On a vu des conditions aux États-Unis, dans le maïs, dans la fève, qui ont été réduites euh, parce qu'il y a eu de l'apparition de la sécheresse dans le bas du Midwest, ce qui réduit légèrement les anticipations de rendement. Maïs, j'en ai parlé, donc on le voit aussi par rapport à la courbe de l'année passée, on est très, très similaire. La ligne noire qui est cette année versus la ligne verte
un comportement très, très proche, ce qui est quand même un fait assez impressionnant étant donné la production record. Euh, Encore là, il y a beaucoup d'anticipation que l'exportation va demeurer forte. On a le Mexique, on a le Japon, la Corée, un peu les mêmes pays qui achètent le porc américain, qui supportent très, très bien le maïs. Donc, achètent moins de porc, mais achètent pas mal plus de maïs, ce qui empêche les stocks de report d'aller encore plus élevés. Donc, ça, c'est le portrait pour le maïs. Reste que la production est gigantesque. Si on a encore des incertitudes sur les exportations avec les actions que Trump pourrait poser, même chose pour le porc, là, ben, ça pourrait faire mal à la demande. Fève Soya, donc là, j'ai parlé un peu des valeurs de tourteau qui sont à la baisse, qui ont remonté un peu. C'est sûr qu'il y a un support un petit peu plus important dans la fève, notamment par le fait qu'on ait une production qui est assez stable. Ce qui est surprenant quand même parce qu'on a une grosse augmentation de rendement par rapport à l'année passée. Donc, malgré une surface semée qui est moins importante que l'année passée, ben, le fait qu'on augmente le rendement nous permet d'avoir une production qui est stable. On voit au niveau des stocks de report assez stable aussi, comparativement au maïs où on a une forte augmentation. Au niveau, par contre, quand on parle du tourteau, si on parle beaucoup d'huile, l'huile qui a eu beaucoup de variations dernièrement, là, mais qui a un gros potentiel aussi au niveau de la demande. Euh, Ce qui pourrait nuire au tourteau si justement on n'est pas capable de tout l'absorber. L'huile qui est en vogue avec tout justement les biocarburants, avec les protéines végétales qui sont de plus en plus demandées par le consommateur. On a la production en Malaisie, en Inde qui est en baisse. Donc l'huile de soya aux États-Unis pourrait être en forte demande. Donc là, si le tourteau n'est pas en mesure de suivre, ben, on pourrait demeurer à des niveaux faibles pour un bon moment. Finalement, dollar canadien qui est assez stable depuis 2 mois. Tu sais, là, c'est sûr que ça a l'air, je vous montre des très grosses variations, là, mais quand on regarde un peu, c'est 100 points, là. On est passé de 71,80 à 72,80, donc 100 points. Historiquement, ça demeure quand même un dollar canadien qui est un petit peu plus élevé que les derniers mois, mais sur 5 ans, on voit que c'est une valeur qui est quand même assez faible, donc aide encore là la marge porcine en convertissant les indices américains en canadiens. Il va y avoir une grosse semaine pour la devise. C'est la Banque du Canada, c'est la Réserve fédérale américaine qui vont prendre action sur leur taux d'intérêt. Ça va avoir lieu mercredi. Mercredi, donc le matin, Banque du Canada, à peu près 80% de chances de baisse de taux. Ces probabilités-là ont fortement augmenté dans le dernier mois. Pourquoi? Ben, parce qu'on a eu des publications de rapports d'emploi décevants au Canada, euh, ce qui laisse croire qu'on pourrait alléger encore plus les taux d'intérêt pour permettre au marché de l'emploi de reprendre un peu. Le poids de la bête, de l'autre côté, c'est l'inflation. Est-ce qu'on va rester élevé avec les tarifs au Canada? C'est pas trop un problème. C'est plus au niveau des États-Unis. Donc là, l'après-midi, mercredi, c'est la Réserve fédérale américaine. Et puis là, il y a 110% de chances qu'on baisse les taux. Qu'est-ce que ça veut dire 110? Ça veut dire qu'on a un 10% de chance qu'on fasse une double baisse de taux d'intérêt. Donc, on passe de 25, une coupe de 25 points de base, qui est notamment la normale, à 50 points de base. Même portrait qu'au Canada, le marché de l'emploi qui est extrêmement décevant. Il y a 2 mois de ça, on a procédé à une révision à la baisse des chiffres qui avaient préalablement été sortis. Donc, on a perdu 260 000 emplois qu'on pensait avoir créés. C'est venu, bon, Trump est venu mettre à la porte la personne en charge de ces statistiques-là. Donc, ça ne veut rien dire non plus. Les chiffres le mois suivant étaient toujours mauvais. Donc, le fait d'avoir mis à la porte la personne qui s'occupe des chiffres va définitivement pas aider le marché de l'emploi aux États-Unis. Euh, donc, si le problème est encore là, un ralentissement au niveau de l'emploi, on s'attend à des baisses de taux. Aux États-Unis, par contre, l'inflation tourne autour de 3% versus le Canada qui est à 1,8, 1,9%. On a beaucoup d'inflation qui est causée par justement les tarifs qu'on a mis en place. Euh,
si on baisse trop les taux d'intérêt, l'inflation pourrait être tentée d'aller encore plus à la hausse. Un des mandats, en fait, le double mandat des banques centrales, c'est contrôler l'inflation, puis aussi aider le marché de l'emploi. Donc là, ils sont un peu entre les deux, compte tenu des tarifs. Reste que le marché est sûr à 100% qu'on va au moins procéder à une baisse de taux de 25 points de base qui ramènerait un peu le différentiel de taux d'intérêt en faveur du Canada, puisqu'on prévoit peut-être 5 à 6 baisses de taux euh, des États-Unis jusqu'à l'an prochain, versus le Canada aussi 1 à 2. Donc, à long terme, on prévoit peut-être une amélioration du dollar canadien, sauf que c'est pas fait encore. C'est si on suit le chemin normal des choses. Quand on met tout ensemble, valeur de part, prix des intrants, contrat à terme à la baisse au niveau des grains, le dollar qui est un peu plus élevé que le mois dernier, mais qui, quand on met ça sur un historique quand même faible, ben, on a des marges de production qui sont très, très bonnes quand on compare aux 10 dernières années. Donc, un prix décembre qui est généralement un mauvais mois au niveau de la production porcine. On regarde la moyenne des 10 dernières années, on est plus au niveau de 100 par part en termes de marge brute. On est 60 plus élevé que la moyenne, disons. Euh, Avril, 170 Avril, c'est généralement pas un mois super non plus. Encore là, 40 à 50 de plus élevé que les moyennes 10 ans. Donc, c'est des niveaux qui sont historiquement très élevés à compte tenu des intrants qui sont en baisse et des valeurs de port. Ben, c'est plus au niveau du port là, qui justifie ces marges de production très, très élevées. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je ne sais pas s'il y avait des questions avant qu'on passe avec la partie de Stéphane. Merci Jean-Charles. Oui, François avait une question. Euh, Avec les politiques de Trump, là, est-ce que ça peut stimuler les exportations? Ben là, on voit que ça les ennuie, là. Mais avec les accords qu'il est en train de faire, est-ce que ça pourrait stimuler à court, moyen terme les exportations sur la viande de porc? C'est sûr. C'est juste qu'en ce moment, les deals qu'il est en train de faire, c'est minimum de tarif de 15%. Euh, donc, on semble, on semble être en moins bonne posture pour les autres pays. Donc là, tu te retrouves à avoir un tarif de 15%. Est-ce que toi, tu te mets un tarif de 15% pour matcher? Ça semble être un peu la norme. Puis on sent vraiment une déviation de ces pays-là vers un autre marché, notamment le Brésil. Fait que je te dirais que les deals qu'il est en train de faire, ça a déjà nuit, puis ça va continuer de nuire parce qu'on a senti les pays, tu sais, on voit le mouvement qu'on a vu au Canada, tu sais, le fait de, OK, on achète local, on ne veut plus aller aux États-Unis en vacances, on ne veut plus acheter de produits américains. Ben, c'est un peu le même portrait dans les autres pays. Fait que c'est sûr qu'on essaye d'encourager le moins possible le pays, l'agresseur. Fait que je suis porté à dire que le mal est un peu fait. Mais c'est sûr que si les pays en ont besoin, tu sais, surtout le Mexique, qui a encore plus de problèmes au niveau de la maladie, ben oui, il est peut-être en chicane avec les États-Unis, mais ils vont quand même en avoir besoin. Puis j'ai l'impression que le niveau de l'exportation, ça va être plus au besoin qu'en termes de politique qui va justifier la chose. Mais les fameuses ententes qu'il est en train de faire, c'est je te mets un tarif de 15%. Ça semble être la base, ce qui est moins bon que zéro, ce qui était mis en place avant Trump. Donc, ça laisse présager peut-être un avenir plus incertain que pour la suite. Merci Jean-Charles, merci François pour ta question. Je vais reprendre le lead de la présentation. Donc, il y a des éléments que Jean-Charles a survolés que je vais passer rapidement. Donc, on a toujours là, ce que je vous présente un peu, là, la production là, porcine aux États-Unis, donc le WASD. Comme Jean-Charles l'a parlé, on s'attend là, à une baisse de production de 0,7 à 0,8%. Mais après 37 semaines, on est quand même en baisse de 2,3% en termes de volume de viande et 2,3% en termes de production porcine. Donc encore là,
Ça fait quand même plusieurs mois qu'on le mentionne qu'il y a une incohérence là, entre les données qui sont publiées dans différents rapports américains. Si on regarde rapidement au niveau des productions des protéines animales, donc on s'attend à une baisse là, à peu près aussi de 0,8% de cette année. Et si on le regarde par produit, bon, le bœuf en baisse de 4, le porc 0,8, le poulet une hausse de 2 et la dinde une baisse de 5,5% là, pour anticipation pour l'année 2025. En termes de prix, ben, cette année, on s'attend à une hausse de 10% et vous l'avez là, par trimestre. Là, donc, un troisième trimestre en hausse de 17%. Il y a le quatrième en hausse de 9,7%. On se rappellera que l'année passée, il y avait eu une petite distorsion entre le troisième et le quatrième trimestre. Fait qu'on avait anticipé un inversement là, des prix, sauf que quand même, le quatrième trimestre là, est positif là, à près de 10%. Pour ce qui est du marché des coupes, ben, j'ai mis à peu près, là, on s'était rencontrés en juin l'année passée, à voir un petit peu l'évolution là, de la carcasse. Là, on a pogné un pic là, autour de 120 $. On est relativement stable autour là, de 115, c'est comme Jean-Charles l'expliquait. Et si on regarde les mêmes périodes en date du 12 septembre pour les périodes précédentes, on voit qu'actuellement, on n'a jamais eu une carcasse aussi élevée là, à 114,59. Le pire est en 2018. Et si vous regardez pour différentes coupes, en fait, c'est 2025 qui performe sur tous les niveaux, sauf au niveau du soc et de la longe. Ce qui nous donne une moyenne là, de 115 versus une moyenne. Cette année, 115 versus une moyenne autour de 92. Donc, on est beaucoup plus élevé là, que la moyenne des 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 dernières années. Pour ce qui est des exportations aux États-Unis, vous voyez un peu là, beaucoup de fluctuations d'un mois à l'autre en termes de volume et en termes de valeur. Donc, c'est vraiment là, le muscle cut là, que je prends comme explication. Donc, on est en baisse de 2% en termes des exportations, en termes de volume et 2,3% en baisse de valeur. Ça peut s'expliquer aussi le fait qu'il y a moins de production. Donc, on couvre initialement le marché national et après, bon, on se dirige vers l'exportation. Donc, ça peut expliquer aussi une partie des baisses là, qu'on a actuellement. Et comme Jean-Charles l'a mentionné, aussi là, toute l'incertitude au niveau là, des tarifs et de la politique américaine fait en sorte que l'imprévisibilité, ben, les gens cherchent de la prévisibilité. Donc, peuvent essayer de trouver d'autres sources d'approvisionnement là, pour pallier à ces fluctuations-là. Si on regarde en termes de volume, bon, ben, pour ce qui est du muscle cut, on a du Mexique qui est en hausse à près de 1%, mais beaucoup de pays là, en baisse. Là, Japon, moins 9,4%, la Corée, 8,1%, le Canada, 16,6%. Donc, pour compenser ça, les Américains ont davantage exporté là, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, parce qu'en Chine et Hong Kong sautent aussi en baisse de 5,8%. Pour ce qui est des inventaires de congelés, c'est la même chose. Là, on a vraiment des baisses au niveau du porc. Là. On est en baisse de 3,4% par rapport au mois précédent, en baisse de 11% par rapport à l'année passée. Donc, vous allez voir un petit peu au niveau des graphiques. Je vais peut-être grossir un petit peu pour que ça soit plus facile à voir. Donc, vous voyez vraiment la courbe là, au niveau du bœuf. Là, on est vraiment là, à côté sur la ligne de 2024. Pour ce qui est du porc, vous voyez qu'on est vraiment très bas en termes de viande congelée. Si on y va sur une pièce spécifique qui est le flanc, vous voyez qu'on est plus bas là, aussi que les dernières années. Et pour ce qui est du poulet, ben, là, on joue un petit peu là, sur la ligne de 2024. Donc, les frigos ne sont pas pleins actuellement. Là, donc, ce qui permet aussi de soutenir les prix pour nos protéines animales. Pour ce qui est du marché québécois, la même chose. On s'attend cette année à un prix de poule autour de 225-226. Vous voyez un petit peu là, la courbe en mauve qui est le prix réel de 2025 et un peu les futurs vers où actuellement on regarde les futurs vers où qui peuvent tendre. Pour ce qui est du coût d'alimentation, donc si on prend la moulée finition, vous voyez qu'on est à peu près là, pareil à 2024. Donc des prix intéressants avec des coûts d'alimentation aussi intéressants. Donc ce qui nous amène des marges intéressantes en production porcine. Pour ce qui est de l'ASRA, ben, vous comprendrez qu'il n'y a pas d'urgence cette année, considérant qu'il n'y aura pas d'ASRA. Fait que donc on joue d'un revenu stabilisé là, autour de 227 à 230. Là. Moi, de mon côté, j'arrive à 230. Mensuel part peut-être plus proche de 227. Revenu de marché 255 avec un prix de poule de 225,86 avec un indice moyen de tout près de 113. Ce qui fait en sorte qu'on a une marge bénéficiaire d'au moins 25 $ du 100 kg sur la base de l'ASRA. Et nos cotisations que la financière a annoncées, 4,25 en engraissement, 53,97 pour les PME. Pour ce qui est des EGT, on parle de 3,20 du 100 kg et 43,46 de la truie.
Pour ce qui est du PPMPA, actuellement, vous voyez un peu là, les prix qui ont vraiment explosé durant l'été. On anticipait qu'à partir de la mi-août, normalement, la saisonnalité aurait dû commencer à s'installer, ce qui ne s'est pas installé encore. Donc, actuellement, je suis en discussion avec les éleveurs de porc là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire un rétro. Donc, je suis en discussion avec les EPQ et avec Olimel, puis bon, faire évoluer les choses et mettre tout en perspective là, pour que les gens soient d'accord. Est-ce qu'on peut se faire un rétro? Donc, ça suit son cours. Donc, actuellement, on est toujours à 221 de prix moyen pondéré. Donc, le quatrième trimestre, là, s'annonce bientôt. Donc, vous voyez qu'on a un prix autour de 225. Ça devrait monter un petit peu nos prévisions pour le quatrième trimestre. Je voulais juste expliquer aussi les difficultés qu'on a des fois de prévoir les futurs. J'ai mis le cut-out de décembre. Actuellement, la convention est basée sur le cut-out et des transactions sur le cut-out, il n'y en a pas tant que ça. Le contrat existe, mais il ne s'en transige pas beaucoup. Et vous voyez, là, pendant 2, 4, presque 6 semaines, là, ça n'a pas bougé du tout, du tout. Et là, boum, ça a monté d'un coup. Fait que vous comprenez qu'on fait des projections pour un PPMPA sur cette ligne-là et tout d'un coup, ça vient nous bouleverser un peu nos futurs. Donc, c'est pour ça que ça peut créer des fois des distorsions là, sur nos prévisions à long terme. Pour ce qui est des GRM, si on regarde grosso modo, on est à vrai au même point ce qu'on était quand on s'est quitté en juin. Donc, si on fait la moyenne mobile 11 mois, 266 versus 265 du 5 kg, ça inclut aussi l'indice. Et vous voyez qu'on est sensiblement là, tout près des sommets là, pour les mêmes périodes, 270, 272, 256, 258. Donc, on est tout près là, de certains sommets là, dans certains contrats là, pour des périodes de 2026. Donc, pour ce qui est du prix des grains, vous voyez un petit peu là, pour la tendance des 6 prochains mois, région de Saint-Hyacinthe autour de 288 tourteau de soya autour de 480. Donc, ce qui nous laisse encore là, une marge de manœuvre. Ce qui va être un peu plus délicat, ça sera de voir l'évolution de la production au Québec. On comprend qu'on part d'un prix américain et on ajoute une base locale. Donc, en fonction de la qualité et du rendement, de voir ce qu'elle sera l'implication sur le prix local pour nos producteurs là, au Québec. Pour ce qui est de la prochaine rencontre, elle aura lieu le 20 octobre prochain. Donc, pour ma part, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je vais revenir, je vais départager, puis je vais revenir à la présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? S'il n'y a rien, ben, je vais vous laisser. Je vais vous libérer, puis on va se dire au 20 octobre. Merci, Steph. À bientôt. Merci, Stéphane. Salut. Merci.